Alors qu'un jour, notre client, M. Moussa Massoudi Blaise, était en lien contractuel de travail à durée indéterminée comme agent commercial au crédit avec la société Vision Fund. Du 27 décembre 2022, la résiliation abusive et sans motif valable de son contrat de travail. Les deux parties, notre client, l'appelant M. Moussa Massoudi Blaise, ainsi que l'intimé ici présent, représenté par ses conseils, étaient opposés au premier degré au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe, sous le RT 04039. Et que le premier juge avait rendu sa décision, dont voici le dispositif. Dit irrécevable et non fondé les exceptions soulevées par la partie défendresse pour les raisons sous-évoquées, toujours dans son habitude de vouloir paralyser inutilement les actions, dit abusive la résiliation du contrat de travail du demandeur du fait qu'elle a été opérée pendant qu'il était suspendu. Par conséquent, condamne la partie défendresse au paiement de la somme de 4 800 $ américains payable en francs congolais, soit 480 $ multiplié par 10 mois de son dernier salaire, représentant les dommages intérêts sur le pied de l'article 63 du Code du travail, condamne au paiement de 3 280 $ américains, représentant le décompte final du demandeur, tel que calculé par l'inspecteur de travail sur pied de l'article 100 du Code du travail, la condamne enfin au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 1920 $ représentant le 4 mois d'arriéré de salaire non payé, soit 480 $ multiplié par 6 mois. Se déclare enfin incompétent pour examiner la demande en condamnation au dommage intérêt pour le préjudice subi car non prévu par le Code de travail, ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. L'œuvre du premier juge avait relativement porté préjudice à notre client. C'est pourquoi nous avons fermé ce présent recours pour mal juger. En quoi faisant? Nous sommes au fond, Monsieur le Président. Quant à la forme, l'intimé ici présent nous dit qu'il soulève un moyen. Déjà, nous plaidons sur le rejet total de ce moyen tiré du principe du criminel tient le civil à l'État. Pour quel motif? Justement parce que ce principe-là viole les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile qui dispose à son sein que les parties sont entendues contradictoirement et donc, elles peuvent prendre des conclusions. Et aussi sur pied de l'article 29 de l'arrêté d'organisation judiciaire qui dispose à son sein qu'autant que possible, les conclusions sont écrites et communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par voie de greffe, avec les pièces dont elles conservent l'usage au moins 3 jours avant la date d'audience. Ici, l'intimé ici présent a reçu nos pièces depuis le 6 janvier. Et c'est hier qu'elle vient nous communiquer des pièces, non pas pour nous rencontrer, monsieur le Président, mais seulement pour solliciter, pour soulever une exception tirée du principe du criminel tient le civil à l'État, justement pour essayer de vouloir nous endormir, alors que c'est nous qui souffrons de cette action, nous souffrons de ces mal jugés, nous voulons que l'affaire puisse aboutir. Il vient toujours dans son esprit dédilatoire. Et Monsieur le Président, si, par impossible, vous passerez outre ce moyen soulevé par nous contre cette exception soulevée par l'intimé, Monsieur le Président, il y aura donc lieu de constater du non-fondement de ce soir à statuer dans cette présente affaire. Pourquoi, Monsieur le Président? Il dit, il veut vous faire appliquer le principe du criminel tient le civil à l'État. Alors revenons sur le principe, Monsieur le Président. Pour qu'on fasse application à ce principe-là, Monsieur le Président, il faut la réunion de deux conditions. Et ces conditions-là sont cumulatives. Elles ne sont pas alternatives. Premièrement, Monsieur le Président, il faudrait qu'il y ait la nécessité de la mise en mouvement de l'action publique. Et deuxièmement, en dernier lieu, il faudrait qu'il y ait l'impossibilité pour vous, juge, de statuer. Le cas d'espace, Monsieur le Président. Il vient, il dit, il apporte. Il vient avec la preuve pour dire, la pièce pour dire que, voilà, moi, j'ai votre client est en affaire contre nous. Nous l'avons cité au pénal. Par voie des conséquences, son affaire
doit paralyser la vôtre, puisque si vous statuez sur cette affaire, ça va préjuger sur l'affaire au pénal. Monsieur le Président, on nous fait communiquer hier cette pièce de citation directe. Je ne sais pas moi si je dois dire que c'est une citation directe ou c'est un projet. Mais moi d'ailleurs, je ne parle pas du projet. Je pense que c'est une lettre d'amour qu'on veut peut-être envoyer à notre client pour essayer de l'endormir. Et puis deuxièmement, il le dit clairement qu'il faut, c'est que cette lettre, que cette citation-là doit paralyser. Mais quand est-ce que, Monsieur le Président, l'action est mise en mouvement? Quand est-ce qu'on parle de la mise en mouvement, la mise effective d'un mouvement, en fait, d'une action publique, Monsieur le Président? C'est lorsque justement la citation est faite selon le règle d'art et que cependant l'on arrivait à signifier cet acte à l'autre partie. Et jusqu'à présent, peut-elle nous brandir, ne serait-ce que, Monsieur le Président, une preuve qui justifie que nous avons été signifiés par cette citation directe? Vous trouverez que ce sont des dilatoires. Et puis deuxièmement, Monsieur le Président, ils vous disent, toujours par rapport à la mise en mouvement de cette action, ils vous disent qu'ils sont bénéficiaires d'un ADD au pénal. Monsieur le Président, je ne sais pas à quel moment on peut dire que le jugement court son exécution. Parce que là, il nous envoie une pièce de signification de jugement dans laquelle nous n'avons même pas eu connaissance de cette pièce. Et nous ne savons pas c'était instrumenté par qui, et puis deuxièmement signifié par qui. Donc dans sa tête, il s'imagine des choses, il vient tout sérieusement nous brandir ces pièces-là pour vous demander, vous contraindre à ce soir à statuer sur cette pièce. Revenons sur la deuxième condition. Monsieur le Président, pour retenir l'application de ce principe, mais il faudrait justement que l'action civile préjuge sur l'action pénale. Mais lui dit que ce moyen, si vous statuez sur l'action civile, ça va préjuger sur le fond. Alors qu'il oublie que nous sommes en appel. Et que s'il dit que le premier juge avait mal dit le droit, normalement il devait nous écrire. Mais il devait écrire signifier en quoi est-ce que, il devait démontrer en quoi est-ce que votre décision dans le civil aura une incidence sur le pénal. Il n'a rien dit. Et donc, Monsieur le Président, vous allez tout simplement rejeter ces moyens-là évoqués par l'intimé ici présent, parce que, justement, ce sont des dilatoires qui tendent tout simplement à paralyser cette action. Mais s'agissant du fond du litige, Monsieur le Président, nous sollicitons de vous le bénéfice du non-contredit, parce que nous avons invité l'intimé ici présent à rencontrer nos moyens. Mais il ne l'a pas fait. Mais il s'évertue justement à venir vous brandir des pièces qui n'ont aucune valeur juridique. On ne sait pas si ce sont des projets ou ce sont seulement ce qui relève de sa tête. Et donc, au fond, nous allons confirmer l'œuvre du premier juge. Partiellement. J'ai dit partiellement. Nous confirmons l'œuvre du premier juge. On sait qu'il a dit que le contrat, que la résiliation du contrat est abusive. Et il a condamné l'intimé ici présent au paiement de la somme. Justement, au paiement de la somme à titre de dommages intérêts de 3 280 $, représentant le décompte final sous biais de l'article 100. Et aussi à la somme de 1220 $ américains, représentant le 4 mois d'arriéré de salaire non payé. Mais qu'est-ce qui nous choque et qu'est-ce qui nous pousse à venir par devant vous? La condamnation de l'intimé ici présent au paiement de la somme équivalent et au paiement de la somme équivalent en 36 mois. Ce conformément à l'article 63 du Code du travail, qui dispose à son sein, Monsieur le Président, que la résiliation sans motif valable de contrat à durée indéterminée donne le droit pour le travailleur à une réintégration. Et à défaut de celle-ci, les travailleurs ont droit à des dommages et intérêts fixés par le tribunal de travail, calculés en tenant compte de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travail dans l'entreprise, de son âge et de ses droits acquis à quelque titre que ce soit. Et toutefois, ce montant des dommages et intérêts ne peut être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération. Mais que curieusement, le premier juge alloue une somme de 4 800 $ à titre de dommages et intérêts. Pour
pour justement sur le fait, compte tenu du fait du dommage intérêt qu'on devait allouer à notre client sur base de la résiliation de son contrat sans motif valable. Méconnaissant, Monsieur le Président, méconnaissant son âge, méconnaissant son ancienneté, Monsieur le Président, puisque actuellement, il faut que je le dise, Monsieur le Président, vous juge, vous à qui la loi a donné la possibilité d'être entre les humains et Dieu. Mais écoutez, notre client, lui qui est le faible dans cette affaire, puisqu'actuellement, il ne sait pas comment prendre soin de lui. Actuellement, il est, j'ose me le permettre de le dire, notre client faisait une même taille que nous, mais lorsque si vous le voyez actuellement, mais il est presque disparu. Il ne sait pas comment prendre, avec 4 enfants à la maison et plusieurs personnes sous sa charge. Et le premier juge alloue une somme au pays, lui demande, condamne l'intimé ici présent à une somme au paiement équivalent à 18 mois, méconnaissant ce droit-là. C'est pourquoi, faisant ce qu'aurait pu faire le premier juge, vous allez annuler l'œuvre du premier juge. Vous allez condamner l'intimé ici présent au paiement de la somme équivalente à 36 mois. La condamnation de l'intimé ici présent à la délivrance de son certificat de fin de service et au paiement des dommages et intérêts pour divers préjudices subis. Que curieusement, le premier juge s'est justement évertué à se déclarer incompétent pour connaître les divers préjudices subis sans pour autant prendre soin de pouvoir ordonner à l'intimé ici présent de délivrer le certificat de fin de service. Méconnaissant cela, il dit qu'il est incompétent au motif. D'ailleurs, c'est ça, il dit qu'il ne peut pas connaître de ces dommages et intérêts au motif que cette matière-là n'est pas prévue par le Code du travail. Nous rappelons tout simplement, Monsieur le Président, que le premier juge a tout simplement oublié l'article 1er justement de l'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 18 mai 1886 qui dispose à son sein que les cours et tribunaux trancheront de toutes les contestations qui sont de leur compétence, suivant la coutume locale, les principes généraux de droit, ainsi que l'équité, lorsqu'une matière n'est pas prévue dans une ordonnance, dans un décret ou une ordonnance. Faisant ce qu'aurait pu faire le premier juge, vous allez annuler l'œuvre du premier juge et vous allez condamner non seulement l'intimé ici présent à la délivrance du certificat de fin de service de notre client, mais également vous allez condamner l'intimé ici présent au paiement, Monsieur le Président, de la somme de 50 000 $, des petites sommes d'ailleurs qu'ils peuvent payer en un seul jour, de 50 000 $ à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices subis. Par ces motifs, Monsieur le Président, sous toute plaise à la Cour de dire quant à la forme, notre présente action recevable est totalement fondée, de rejeter les moyens tirés du criminel tient le civil en état et des pièces cotées de 1 à 4 pour violation de la disposition de l'article 15 du Code de procédure civile et 29 de l'arrêté de l'organisation judiciaire, de dire non fonder le moyen de subsistance à statuer tel que soulevé par l'intimé, d'accorder à l'appelant le bénéfice de non contredit sur tous les moyens de fonds développés. Quant à la forme, Monsieur le Président, vous allez confirmer l'œuvre du premier juge en ce qu'il a dit abusif, la résiliation du contrat de travail de l'appelant et à condamner au paiement de décompte final tel que calculé par l'inspecteur du travail, soit la somme de 3 280 $ représentant le décompte final de l'appelant tel que calculé par l'inspecteur de travail et au paiement de la somme de 1 220 $ représentant le 4 mois d'arriérés des salaires non payés, de réformer partiellement l'œuvre du premier juge en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement des dommages et intérêts de 10 mois de salaire de son dernier salaire de l'appelant, statuer à nouveau c'est que, et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, vous allez condamner l'intimé au paiement de la somme équivalente à 36 mois dès sa dernière rémunération, soit la somme de 480 $ fois 36 mois,
d'annuler partiellement l'œuvre du premier juge en celle qu'il s'est déclaré incompétent pour condamner au dommage intérêt pour divers préjudices subis, à l'intimé au paiement de dommages intérêts équivalents en francs congolais de la somme de 50 000 $ pour réparation des préjudices subis, d'avoir omis de répondre à un chef de demande relative à la délivrance d'un certificat de fin de service, d'un certificat de fin de délivrance de l'attestation de fin de service, statuant à nouveau faisant ce qu'aurait pu faire le premier juge, il condamnera l'intimé à la délivrance du certificat de fin de service en application des articles de disposition de l'article 79 du Code du travail, fait comme de droit et ce sera justice. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. N'oubliez pas de mettre ça. Dans la phase, l'appellant n'a pas produit l'expédition pour appel. Ça, c'est à faire mentionner parce que l'article 66 du Code des procédures civiles oblige l'appelant à donner l'expédition pour appel pour permettre au juge de bien fonder son arrêt. Nous venons par devant vous demander votre surséance au nom du principe des criminels tient les civils en état, en ce que l'appelant ici présent est passé par devant l'inspecteur provincial délimité et grâce à des fausses déclarations obtenu un décompte final en sa faveur et ce grâce à ces fausses déclarations. Voici les décomptes finaux obtenus grâce aux fausses déclarations. Ces décomptes finaux nous a permis d'aller devant les tribunaux d'été Chassa-Matete pour l'attaquer en faux parce que tout ce qui a été dit là-bas est faux. Rien n'est vrai. D'ailleurs, l'intimé est passé par les mêmes inspecteurs pour les recalculs avec des informations correctes. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a deux décomptes finales. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'appelant use toujours de son faux décompte final. Nous avons attaqué la pièce en faux. Si aujourd'hui, l'appelant dit ne pas être au courant de l'affaire devant les traités, c'est de la mauvaise foi parce qu'il y a des preuves que l'appelant est au courant de l'affaire. Ça, c'est une copie. À la recherche de la vérité, c'est une copie d'un jugement avant dire 3. Ça, c'est une lettre de l'appelant ici, adressée à l'intimé, où il fait référence à l'affaire devant les tribunaux d'épée de Kinshasa-Matete, dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas au courant de tout ça, c'est de la malhonnêteté de leur part. Plaise à votre cour de décréter la surséance dans cette cause. Si par mesure vous passez outre ce moyen, vous allez dire l'appel ici présent non recevable pour nos productions de l'expédition pour appel. Ainsi, vous aurez fait justice. Nous avons. Il y a un deuxième, notre appel à nous interprété. Malheureusement, la Cour n'a pas voulu nous écouter, nous aussi, par rapport à cet appel, et que la partie a voulu qu'on plaide sur seulement cet appel.
Nous allons faire. Sur votre appel. Votre appel, c'est un appel incident. Non, il y a un autre appel en dehors de cet appel. Plaider dans cet appel. Ici, il y a un autre appel ici. Nous allons juste, par ces motifs, dire irrécevable les présents appels pour non production de l'expédition pour appel. Annuler les premiers jugements partiellement quant au calcul du décompte final, étant donné qu'il y a deux décomptes finales. Les deux décomptes finales ont été établis par les mêmes inspecteurs. Les premiers et les deuxièmes. Les premiers, c'est celui qu'on a attaqué. Les deuxièmes, c'est les nôtres. Parce que quand vous allez lire dans les jugements, les juges avaient ordonné à ce que l'inspecteur puisse établir deux décomptes finales, avec et sans préavis. C'est comme ça qu'on a attaqué les premiers. Dire non fondé la demande quant aux dommages et intérêts ou incompétence de votre cours. Ainsi, vous aurez dit les bons droits. Une question liée à la forme. L'appel est tributaire des normes de fond et de forme. Quand vous prenez ce dossier-là, vous compulsez les pièces, vous constaterez qu'il n'y a pas d'expédition. Or, c'est une condition sine qua non pour que cet appel soit recevable. L'article 66 du Code de procédure civile dispose qu'aucun appel ne sera déclaré recevable si l'appelant ne produit l'expédition régulière de la décision attaquée. Nous vous en dispensons le reste. Mais quand est-ce que ces dépôts doivent être faits? C'est à la clôture des débats. Et quand il y a clôture des débats, c'est lorsque nous prenons la parole. Après la prise de notre parole, c'est la clôture des débats. Vous constaterez qu'au moment où nous sommes en train de prendre la parole, il ne gît pas au dossier l'expédition pour appel. Qu'on ne vienne pas par après solliciter une remise pour déposer l'expédition pour appel. Parce qu'en ce moment-là, les juges ne leur accorderont pas cette possibilité-là. Donc, quant à nous, nous constatons qu'au moment où nous prenons la parole, l'expédition pour appel ne gît pas au dossier. Et par conséquent, cet appel sera déclaré irrecevable, nous avons. Le ministère public, après clôt le débat de cette cause, après en délibérer pour rendre sa décision le 20 février. On vous remercie.